lance cet enregistrement et vous devez avoir peut-être une demande d'autorisation. Donc, je vous demande de la valider. J'essaierai de couper le son si à un moment il y a des sons intempestifs, mais si vous pouvez veiller au fait que votre micro soit fermé, ça permettra évidemment plus de confort pour tout le monde. Et je vais donc débuter, excusez-moi, ce webinaire. Pour ceux qui ont peut-être déjà assisté à l'un de mes webinaires, vous savez que j'ai l'habitude de m'arrêter au cours de mes webinaires, donc je ferai la même chose au cours de celui-ci. Je m'arrêterai pour bien vous permettre éventuellement des questions, le besoin d'éclaircissement, mais n'hésitez pas en attendant à utiliser le chat pour pouvoir poser directement vos questions au fil de l'eau, j'ai envie de dire, et j'y répondrai aussi quand je ferai la pause dans la présentation ou à la fin de ce webinaire. Je me présente très rapidement parce que vous avez déjà eu une introduction, mais juste pour vous rappeler, donc je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. Je suis également psychothérapeute et j'interviens en individuel directement auprès d'enfants qui ont subi du harcèlement. J'ai d'ailleurs eu la chance de coécrire un livre pour les éditions Bayard, le petit livre qui dit Stop au harcèlement sur ce sujet. Et c'est donc un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Alors, je vais essayer ce soir de vous donner d'abord une définition de ce qu'est le harcèlement, parce que comme on en parle beaucoup, eh bien, on peut aussi parfois voir du harcèlement un peu partout et on peut parfois être un peu perdu. Donc, je vais passer un petit peu de temps sur cette question de la définition. Mon objectif aussi, c'est de pouvoir vous parler du cyberharcèlement, parce que c'est une forme particulière du harcèlement, mais c'est une forme qui prend aujourd'hui beaucoup de place et qui bien sûr aussi suscite beaucoup d'inquiétude et beaucoup d'angoisse. Et puis, je souhaite aussi vous donner des éléments concrets, des pistes, parfois aussi peut-être des réflexes pour vous aider si jamais vous êtes face à un risque d'harcèlement, vous ou votre enfant évidemment, ou si vous êtes dans une inquiétude ou une crainte, eh bien savoir ce qui peut être dit, ce qui peut être fait et surtout les mécanismes un petit peu de protection qu'il est nécessaire d'avoir. Alors, vous l'avez déjà à votre écran, le harcèlement, c'est un phénomène de groupe, normalement de groupe, évidemment, mais on verra, c'est pas la forme la plus importante. On peut avoir un harcèlement d'une personne à une autre personne, mais c'est vrai que généralement, quand on parle d'harcèlement en milieu scolaire, on est plutôt sur un phénomène de groupe avec des intimidateurs. Vous allez voir, je vais rarement utiliser le terme d'harceleur, c'est volontaire de ma part, mais des intimidateurs qui vont s'attaquer à une ou plusieurs cibles, alors qu'on peut appeler victime aussi, mais je vous expliquerai pourquoi je vais utiliser le terme de victime avec parcimonie, et des spectateurs qui jouent un rôle eux aussi. Et il y a déjà un élément fondamental que vous devez retenir en termes de harcèlement, c'est que dans le harcèlement, il y a une notion de répétition et un critère d'intentionnalité. Alors, on en reparlera, plus ou moins clair, plus ou moins facile à identifier aussi, mais il y a quand même cette notion de répétition et d'intentionnalité et la question d'une durée. Donc, vous voyez à l'écran, on parle quand même de minimum 1 mois à plusieurs mois, mais il y a vraiment cette nécessité de quelque chose qui s'introduit, enfin qui s'inscrit dans. Je dois vous dire que le harcèlement n'est pas un phénomène récent. On a des témoignages dans la littérature de harcèlement qui existaient déjà à toute époque et le harcèlement dans un milieu scolaire
eh bien, on est capable de le dater à peu près de la naissance de l'école. Et à partir du moment où il y a eu des regroupements d'élèves ensemble, en tout cas dans l'époque moderne, celle qui nous intéresse aujourd'hui, il faut que vous sachiez que ce problème de harcèlement, il a commencé à être étudié dès les années 70 en Europe et aux États-Unis. Vous avez à l'écran la photo du professeur Dan Olpheus qui a commencé à étudier ce phénomène de harcèlement scolaire dès les années 80 dans les pays scandinaves. La seule chose, et c'est un élément quand même important, il faut que vous sachiez qu'en France, ce problème a commencé à être réellement pris en compte, peut-être pas analysé, mais en tout cas réellement pris en compte comme tel, seulement au début des années 2000. Et la première journée contre le harcèlement, c'est 2015. Et la loi qui punit le harcèlement et le cyberharcèlement comme un crime pénal n'est que de mars 2022 en France. Donc, nous sommes face à un phénomène qui n'est pas du tout récent, qui est même très ancien. Vous allez comprendre pourquoi, qui est lié aussi au fait parfois pour les êtres humains de vivre ensemble, mais le fait que ce soit pris en compte comme un phénomène sociétal, eh bien malheureusement en France, ça a pris beaucoup de temps. Alors si j'ai le temps, je vous expliquerai peut-être pourquoi, mais voilà. Alors, loi 2022 qui va réellement eh bien, punir le harcèlement scolaire et loi de 2019, donc loi introduite dans le Code de l'éducation nationale, où pour la première fois de façon officielle et écrite, le harcèlement est défini comme eh bien, un acte réel, reconnu et interdit dans un cadre scolaire. Mais je le répète, nous avons en France énormément de retard par rapport à ce phénomène et une loi qui aujourd'hui donc est présente. Je reviendrai aussi et j'en reparlerai par rapport au cyberharcèlement. Et comme vous le voyez à l'écran, une loi aujourd'hui qui prévoit des peines très lourdes. On parle d'années d'emprisonnement, on parle d'amende, des peines qui concernent bien sûr les acteurs du harcèlement, mais dans le cas d'acteurs mineurs, qui prévoient d'impliquer les parents dans la peine. Donc ça, c'est aussi un élément qui est assez récent, et le fait aujourd'hui de considérer que les parents vont être responsables pénalement de l'activité de leur enfant. Vous verrez que cette loi de 2022 comprend aussi un volet très important en cas de suicide ou de tentative de suicide. Et ça, c'est aussi la première fois où on reconnaissait, j'ai envie de dire officiellement en France, la gravité du harcèlement, parce que malheureusement, en France, il faut reconnaître que c'est un phénomène qui a été pendant assez longtemps minimisé. Je vous ai déjà donné un début de définition du harcèlement, mais je vais vous donner vraiment les 3 critères, qui sont 3 critères aujourd'hui sur lesquels on s'accorde à peu près tous, parce que ça n'a pas été le cas pendant longtemps, mais on s'accorde à peu près tous, nous professionnels, autour de la question du harcèlement. Premier critère, c'est la notion de violence. Alors le problème, c'est que la violence, c'est pas simple à définir. C'est quelque chose d'assez subjectif, c'est quelque chose de psychologique. Nous ne sommes pas tous sensibles de la même façon à des insultes, à des moqueries, à de l'ironie, par exemple. Nous ne sommes pas tous sensibles aussi de la même façon à ce qu'on pourrait appeler de l'humour, et qui n'est pas toujours de l'humour pour les autres. Et donc, on a mis du temps à définir ce que pouvait être la violence. Et aujourd'hui, on s'est accordé à peu près sur le fait de dire que derrière la violence, il y avait la notion d'un rapport de force et d'une domination. Et ça, c'est quelque chose d'important sur lequel je reviendrai. C'est vraiment le fait de vouloir introduire, vous voyez ma main qui est en train de bouger, mais c'est volontaire, un rapport, non pas d'égalité, mais vraiment un rapport de domination entre un groupe d'intimidateurs ou un intimidateur et une cible, et avec le fait aujourd'hui qu'on s'accorde sur le fait qu'il y a violence à partir du moment où il y a souffrance chez la victime. Et c'est ça qui nous a fait
perdre beaucoup de temps. Pendant très longtemps, on essayait de minimiser ou de dire « oui, ok, la personne est en souffrance, mais c'est peut-être pas si souffrant que ça ». À partir du moment où maintenant il y a notion de souffrance et une intention de violence plus ou moins claire, nous sommes d'accord sur le terme de violence. Après, il y a un deuxième critère qui est vraiment très important, mais qui va définir le harcèlement, mais qui va aussi vous permettre de comprendre la violence du harcèlement, c'est la notion de la répétition. Le harcèlement, c'est un phénomène d'attaque, de domination, de rapport de force qui se répète dans le temps et qui se répète de façon progressive et souvent amplificatoire. Alors ça, c'est aussi l'élément, mais c'est vraiment une répétition de petits gestes et on le verra, je vais vous donner la définition de tous ces éléments de harcèlement, mais c'est ces petits gestes parfois qui sont très anodins et c'est ça qui est compliqué. C'est-à-dire qu'il faut bien penser que si le harcèlement était uniquement des attaques physiques, des attaques verbales très violentes, très fortes, évidemment que les adultes qui sont autour de nos enfants ou qui sont dans les collèges ou dans les lycées, évidemment que les adultes prendraient la mesure de ce harcèlement, la mesure de cette violence très rapidement. Mais nous allons le voir ce soir, la difficulté, c'est que souvent le harcèlement, il est constitué de toutes petites choses, de petites tapes derrière la tête, de petits mots dits dans un couloir, l'air de rien, de petites vannes qui sont peut-être même pas des insultes, mais qui sont répétées et répétées et répétées encore. Et c'est ça qui est très compliqué, c'est que très souvent dans le harcèlement, nous avons ce qu'on appelle une invisible visibilité. Et c'est pour ça que je vous ai mis à l'écran cette image du robinet avec la petite goutte d'eau, parce que c'est vraiment pour moi l'image du harcèlement que subissent beaucoup de nos enfants à l'école ou au collège. Ce sont des tout petits éléments, mais qui arrivent. Et le problème de la cible, c'est qu'elle ne sait jamais quand ça va arriver. Voilà, donc pensez à cette image de vous enfermé dans une pièce avec un robinet qui goutte et cette goutte d'eau qui tombe de temps en temps, mais vous ne savez jamais quand elle va tomber, vous ne savez jamais si elle va s'arrêter ou ne pas s'arrêter. Et c'est ça qui va créer aussi la violence et l'amplification du harcèlement. Et puis, il y a un dernier critère qui est très important et qu'on a mis peut-être du temps aussi à prendre en compte, c'est le fait d'un contexte. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure, mais pendant très longtemps, on a cherché des profils types. On a cherché des profils types de harceleurs, on a cherché des profils types de victimes et on a vraiment pensé que le harcèlement, c'était une histoire d'individus et que c'était une histoire de, je vais le dire comme ça, méchants garçons ou de peste, et puis de pauvres petites victimes, d'enfants qui portaient quelque part en eux un stigmate, quelque chose qui faisait que, eh bien, ça leur tombait pas dessus par hasard. Et aujourd'hui, on est d'accord sur le fait de s'accorder que si on continue à penser comme ça, eh bien, on passe à côté du processus de harcèlement et on oublie, et vous allez comprendre, que le harcèlement, c'est aussi une histoire à un moment de fragilité particulière, de contexte de classe, de contexte de relations sociales qui dérapent. Et vous comprendrez, j'espère mieux à la fin de ce webinaire, c'est ce qui explique aussi que n'importe qui, n'importe quel élève peut être concerné par du harcèlement, qu'il soit cible, mais qu'il soit spectateur, mais même qu'il soit harceleur. Et c'est ça aussi qui a fait qu'on a mis beaucoup de temps à prendre l'ampleur de ce problème, parce que si le harcèlement, c'était que l'effet de quelques mauvais garçons, on les aurait quand même repérés depuis longtemps. Alors, le harcèlement, vous êtes en train de commencer à l'entendre, c'est une question de dysfonctionnement social. C'est à un moment un dysfonctionnement, quelque chose dans le cadre scolaire, dans le cadre des réseaux sociaux, parce que ça, évidemment, aujourd'hui, ça a dépassé le cadre scolaire, mais qui fait que tout d'un coup, il y a un mode relationnel dominant qui va se mettre en place et qui va exclure une partie des enfants et qui vont devenir cibles.
Dans les pays nordiques, ils ont pris l'ampleur de ce problème dès les années 70-80 et ils ont en grande partie réglé ce problème. Par contre, ils ont pris ce problème vraiment comme un problème d'atteinte à la démocratie et ils ont considéré dans les pays scandinaves que le harcèlement, ce n'était pas un phénomène individuel, c'était un problème de vivre ensemble. Et c'est comme ça qu'ils ont abordé ce problème en considérant que, et là, c'est les chiffres qu'on nous donne souvent en France, on nous dit, ben oui, en France, il y a 20% des élèves qui sont concernés, on a environ 10% de victimes, 10% d'agresseurs réguliers. C'est des chiffres qui sont beaucoup plus élevés quand on parle des réseaux sociaux, hein, parce qu'aujourd'hui, on a à peu près 20% de nos enfants qui sont victimes régulières d'agressions verbales sur les réseaux sociaux. Mais vous voyez, pendant très longtemps, on a donné des chiffres. Alors, on a donné des chiffres par région, des chiffres par collège. Mais l'élément que j'aimerais que vous gardiez ce soir en tête, c'est que si on ne considère pas que 100% de nos enfants sont concernés, que 100% des élèves sont concernés, que 100% des adultes sont concernés, nous n'arriverons pas à avoir une véritable action autour de ce problème parce que le harcèlement, j'insiste, ce n'est pas une question individuelle, c'est une question collective. C'est un vivre ensemble qui, à un moment, dérape, n'est plus, j'ai envie de dire, sous contrôle, n'est peut-être plus accompagné comme il devrait l'être aussi par les adultes. Et c'est là où on en arrive à des extrémités absolument terribles. Donc ça, c'est un élément sur lequel je reviendrai souvent. Et quand je vais vous présenter les différentes façons d'agir aujourd'hui autour du harcèlement, je reviendrai sur le fait qu'il est indispensable, mais vraiment indispensable, d'intervenir à tous les niveaux. Aujourd'hui, il y a des systèmes qui fonctionnent, il y a des programmes qui fonctionnent, mais on est très clair sur le fait que ces programmes doivent concerner et les élèves, et l'institution, et les familles, et qu'ils doivent concerner et les cibles, et les intimidateurs, et les spectateurs. Et que si nous voulons régler ce problème comme il l'a été dans d'autres pays, il est indispensable de comprendre que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Ça, c'est l'introduction par rapport à ça et je vous donne aujourd'hui la définition sur laquelle on s'accorde en termes de harcèlement et de notamment harcèlement scolaire. Dans le cadre du harcèlement, vous retrouverez bien sûr le harcèlement physique, les coups, les jeux dangereux, les bourrades, les vols d'affaires, les croche-pieds. Mais j'aimerais que vous gardiez, comme je vous l'ai expliqué en tête, vraiment l'idée que ce sont souvent des tout petits gestes et des gestes assez anodins. Et quand tout à l'heure, je vais vous parler du collège, des gestes qui souvent sont diffusés à différents endroits de la journée, à différents lieux de vie du collège, et donc avec une difficulté pour les adultes de les repérer parce qu'ils ne voient qu'un tout petit bout de ce qui se passe et eux ne voient qu'une petite goutte ou deux petites gouttes et évidemment pris tout seul, une petite goutte, c'est pas très grave. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Mais il faut que vous pensiez que quelqu'un qui subit du harcèlement, un élève qui subit du harcèlement, lui, la petite goutte, elle tombe 10 fois, 20 fois dans la journée. Le harcèlement verbal, les insultes, les moqueries, les mots dénigrants. Et là aussi, vous voyez bien qu'il y a une graduation, c'est-à-dire qu'une insulte, évidemment, si un adulte est à côté et qu'il l'entend, il va reprendre immédiatement. Une moquerie, peut-être moins. Un mot dénigrant ou un petit mot pour rire, oui, il arrive très souvent que les adultes passent à côté parce qu'en plus, les ados eux-mêmes vont vous dire « mais c'est pas grave ». C'est des petits mots gentils entre nous et on s'appelle comme ça. Et c'est pour ça qu'il faut revenir à la notion de souffrance, parce que parfois, c'est vrai, quand vous écoutez certains groupes d'ados, ils utilisent des termes qui, pour nous, adultes, semblent très choquants, des termes, moi, que je qualifierais de violents, mais que eux ne vivent pas comme violents. Aujourd'hui, on considère aussi comme harcèlement ce qu'on appelle le harcèlement social, c'est-à-dire le fait d'être mis de côté, isolé, rejeté, écarté.
Le fait, par exemple, pour un élève de se retrouver systématiquement seul à la cantine et d'être volontairement isolé, aujourd'hui, on le considère comme du harcèlement. On a mis beaucoup de temps pour le considérer comme tel. Le harcèlement sexuel, il est considéré aussi comme le harcèlement. J'ai envie de dire que celui-là, il est évidemment très impactant et très compliqué à vivre, mais on l'avait déjà identifié depuis longtemps. Et puis le dernier type de harcèlement qui, lui, nous pose de gros problèmes parce qu'il est très récent, et puis je vais vous en parler tout à l'heure, il prend une ampleur énorme, c'est ce qu'on appelle le cyberharcèlement. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on s'accorde sur une définition, et heureusement, très large du cyberharcèlement, ce qui n'a pas été le cas au début et qui, pendant très longtemps aussi, est passé hors du scope parce qu'on considérait que ce n'était plus tout à fait le milieu scolaire. Alors, j'en profite pour vous en parler dès maintenant parce qu'il y a deux types de cyberharcèlement. Il y a un cyberharcèlement qui est le prolongement du harcèlement à l'école. Et ce prolongement du harcèlement à l'école, c'est la majeure partie du cyberharcèlement. En voilà, on est sur 80 à 90% des cas quand le cyberharcèlement notamment concerne des élèves, généralement, il y a une source physique. Alors là, j'ai marqué à l'école, ça peut être malheureusement aussi dans un club de sport, dans un groupe d'amis qui se côtoient depuis des années, mais il y a une raison, une notion, une naissance physique par rapport à ce harcèlement. Et le problème, et là vous le comprenez, c'est que le numérique n'est pas la cause du harcèlement, c'est l'outil amplificateur du harcèlement. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi aujourd'hui le harcèlement est devenu si compliqué à vivre. Parce que je vous ai déjà dit, le harcèlement en milieu scolaire, il existe depuis très longtemps et il a quasiment toujours existé. Mais au moins, ce qui se passait auparavant, c'est qu'un élève subissait du harcèlement dans son groupe classe ou dans son collège, mais le soir, il rentrait à la maison et il avait une sorte de bulle, il avait une sorte de pause, et puis éventuellement, s'il fallait le changer un jour d'établissement, il arrivait dans un autre établissement avec une identité à peu près vierge, sans avoir automatiquement bien tout son historique derrière lui. Le problème aujourd'hui, avec un harcèlement qui se continue par du cyberharcèlement, eh bien, c'est d'abord que le harcèlement ne s'arrête jamais. C'est-à-dire que l'élève qui est harcelé au collège, il rentre à la maison le soir et malheureusement sur les réseaux sociaux, eh bien, il continue à lire des commentaires sur lui, il continue à lire différents éléments. Et autre problème, quand il change d'établissement, ou même sans changer d'établissement, le problème, c'est que le cyberharcèlement va faire que d'autres établissements peuvent être également informés de ce qui est en train de se passer. Et c'est ça la problématique du cyberharcèlement. Mais je vous le rappelle parce que c'est important, on ne peut pas juste accuser les réseaux sociaux parce que ça, ce serait encore se tromper de cible. Le réseau social, c'est l'amplificateur, c'est l'outil. Et évidemment, il y a un problème parce que ça augmente l'audience. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Évidemment, la rapidité de propagation de tout ce qui va être rumeur ou autre va poser un problème. Et il va aussi poser un autre problème, c'est qu'à ce moment-là, eh bien, on va avoir une constance, une persistance de ce qui est dit et de ce qui est écrit. Et avec un dernier élément, c'est qu'on sait quand même que derrière un écran, c'est beaucoup plus facile de se lâcher, c'est encore plus facile de dire des choses terribles, et que là où on pourrait avoir un petit peu de recul devant les autres, eh bien, on ne l'aura peut-être pas automatiquement parce que à ce moment-là, eh bien, on est derrière un écran et on a l'impression que personne ne peut nous voir. Mais vraiment, j'insiste, le cyberharcèlement est une continuité la plupart du temps. Ce qu'on appelle le cyberharcèlement 100% numérique, je vais vous en parler très rapidement, mais il est rarement celui qui concerne nos enfants.
Aujourd'hui, on s'accorde pour dire que le cyberharcèlement, alors bien sûr, ce sont des intimidations, des insultes, des moqueries, des menaces en ligne. Ça, c'est ce que vous voyez. Et c'est aussi le fait de publier des photos et des vidéos compromettantes, notamment ce qu'on appelle le sexting. C'est la propagation de rumeurs. Ça, je pense que nous avons chacun à peu près en tête le fait de nous dire « Ok, ça, je sais que c'est du cyberharcèlement ». Mais ce qui me semble intéressant, c'est aussi de garder en tête que usurper une identité digitale, pirater un compte, ça, c'est du cyberharcèlement, mais usurper l'identité digitale, certains de nos adolescents ne le comprennent pas parce que je vais vous donner un exemple concret. Nos adolescents sont parfois privés de téléphone portable. Je pense que c'est arrivé à tout parent et ils sont connectés à des réseaux sociaux dont ils n'ont pas envie d'être coupés. Et donc, il est très fréquent que nos adolescents consultent leurs propres réseaux sociaux sur les téléphones de leurs copains ou de leurs copines pour pouvoir continuer à envoyer des messages. Et il arrive parfois que des amitiés soient un peu fluctuantes, que des amitiés soient parfois un petit peu compliquées. Et il est arrivé, c'est arrivé à une de mes jeunes patientes, qu'une de ses amies, un peu en colère contre elle, utilise son compte, mais parce qu'elle avait son code, parce qu'elle avait son mot de passe, utilise son compte pour envoyer un message qui n'était pas très sympathique, qui n'était pas catastrophique non plus, mais qui n'était pas très sympathique, mais qui a déclenché un certain nombre de choses. Et cette jeune fille, qui évidemment a fait quelque chose qu'elle n'aurait pas dû faire, mais n'avait pas du tout pris conscience qu'elle était en train de, en réalité, lancer un processus de cyberharcèlement et que si ce processus était allé plus loin, elle aurait été considérée comme responsable parce qu'elle avait usurpé l'identité digitale de sa copine. Et ça, je pense que c'est un premier message éducatif important à faire passer à nos enfants, à nos adolescents. Je crois que c'est important que nous ne soyons pas dupes, nous adultes. Nos enfants s'échangent leurs codes. Et donc, c'est vraiment quelque chose d'important de leur dire « Attention, si tu fais ça, et si toi, un jour, tu utilises le code de ta copine, sache que tu seras considéré comme responsable. » Et je pense qu'il y a aussi quelque chose de très important, c'est d'apprendre à nos enfants à changer très souvent leur mot de passe, parce que voilà, les amitiés, ça peut être fluctuant. Dernier élément que nos adolescents n'ont pas automatiquement en compte, et vous le voyez en bas de cet écran, créer un groupe de discussion, une page, un groupe WhatsApp, un blog qui exclut volontairement un camarade ou qui est contre un camarade ou qui porte comme nom groupe WhatsApp sans Léa, c'est considéré aujourd'hui comme du cyberharcèlement. Parce que, je vous le rappelle, on prend en compte maintenant aujourd'hui le harcèlement social et le fait de créer un groupe volontairement, j'insiste, volontairement contre une personne ou dans le but de l'exclure est considéré comme du cyberharcèlement. Et donc, ça pose évidemment un problème quand on sait qu'aujourd'hui, nos adolescents sont tout seuls sur des groupes WhatsApp, que ces groupes WhatsApp n'ont pas de modérateur, qui peuvent en créer autant qu'ils veulent et qu'il y a des noms, parce que moi j'en vois plein passer, groupe WhatsApp contre un tel ou contre voilà, eh bien sachez, et je pense que c'est un message important à leur dire, sachez qu'aujourd'hui c'est considéré comme du cyberharcèlement, en tout cas ça pourra être retenu comme tel. Ce qu'on appelle le cyberharcèlement 100% numérique, alors ça c'est un cyberharcèlement qui va naître directement dans les réseaux sociaux, qui va arriver directement. C'est très violent, très rapide, très visible. C'est ce qui est arrivé malheureusement à la jeune Léna, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand elle a critiqué, quand elle a posté en ligne une vidéo islamophobe, voilà, critiquant la religion de l'islam, et c'est extrêmement violent. C'est ce que vivent aussi un grand nombre d'influenceurs ou de personnes publiques quand elles osent s'exprimer sur des sujets. Mais là, on est sur quelque chose de différent. On est vraiment sur un cyberharcèlement 100% numérique.
Juste avant de m'arrêter pour pouvoir répondre à vos premières questions et réactions, rapidement, juste pour vous donner un dernier élément. Le harcèlement en milieu scolaire concerne aujourd'hui, malheureusement, aussi bien la primaire, le collège que le lycée, et il y a aussi des cas à l'université, mais il y a quand même une majorité de cas de harcèlement et de cyberharcèlement au collège et au lycée. Et ce n'est pas par hasard qu'au moment de l'adolescence, nous ayons un risque accru de cyberharcèlement et de harcèlement. Parce que le harcèlement, je vous l'ai dit, c'est un phénomène de violence, hein, donc c'est un phénomène d'intentionnalité de violence, mais c'est quand même un phénomène qui prend sa source dans une certaine agressivité. C'est le fait, à un certain moment de notre vie, de pas très bien maîtriser notre agressivité, notre envie de dire les choses, etc. Et au moment de l'adolescence, on est dans un âge développemental, on est dans un moment particulier où il est beaucoup plus difficile pour l'adolescent de contrôler son impulsivité, de contrôler son agressivité. Et donc, c'est potentiellement un moment où il va bien sûr être beaucoup plus enclin à la moquerie, à l'ironie, aux attaques et aux effets de manipulation. Avec en plus un élément qui est très important, que j'ai déjà expliqué lors d'un webinaire, c'est qu'au moment de l'adolescence, le cerveau de nos ados est en travaux, hein, il se passe un certain nombre de choses, et ils ont donc des capacités d'anticipation des conséquences, notamment à moyen et à long terme, qui sont diminuées à ce moment-là. Et donc, ils sont dans un état neurologique où ça va être beaucoup plus compliqué pour eux de contrôler leur agressivité, de contrôler également leur impulsivité et de contrôler les conséquences à long terme. Donc, on a là un critère très important et avec en plus des ados qui vont être très sensibles à la récompense immédiate. Et donc, dans les récompenses immédiates, vous avez le fait de faire rire. Vous avez le fait de vous sentir dans la bande et dans la bande de copains et de ne pas vous sentir isolé. Et ça, c'est vraiment un élément important aussi à prendre en compte. Les ados ne harcèlent pas parce qu'ils sont juste méchants. C'est pas une question, ça c'est une vision, j'ai envie de dire, réductrice que nous avons adultes. Ils ne sont pas spécialement méchants. Oui, peut-être que c'est une petite minorité d'entre eux, mais non, ils sont surtout dans une période de leur vie où vivre en groupe, c'est compliqué, où ils sont en train de faire l'apprentissage de plein de choses en même temps, où ils subissent d'énormes pressions et où le poids du groupe est extrêmement fort. Et c'est ça aussi la difficulté du harcèlement, c'est qu'il faut résister au groupe. Et je vous en parlerai tout à l'heure, juste après cette pause, mais il faut bien que vous imaginiez, et on va le voir, c'est que dans ces moments-là, c'est très compliqué pour un adolescent de ne pas se trouver emporté dans certains processus sociaux qui dérivent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que nos adolescents ne peuvent pas être laissés sans notre présence, sans notre vigilance, sans notre accompagnement. Ça ne veut pas dire faire à leur place, ça ne veut pas dire tout contrôler, on en reparlera, mais ça veut dire, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que évidemment, nous aussi adultes, nous devons être 100% présents. Bien, je m'arrête pour l'instant pour que nous puissions avoir une première peut-être question ou remarque. Je ne sais pas s'il y a eu éventuellement dans le fil de discussion des questions. Pas spécialement, bien. Est-ce qu'il y en a, est-ce que quelqu'un voudrait, voilà, est-ce qu'il y en a éventuellement le temps pour vous de l'écrire ou de brancher votre micro, le temps de poser votre question. N'hésitez pas.
Moi, je veux bien poser une question. Mes enfants sont encore très jeunes, ils n'utilisent pas encore les réseaux sociaux. Mais ma question, c'est est-ce que il faut retarder le plus possible l'utilisation des réseaux sociaux, justement, ou au contraire, leur montrer tous les outils, etc., pour qu'ils apprennent à vivre avec correctement? Alors, je vais vous en parler tout à l'heure, mais je vais déjà vous donner un petit élément de réponse. Il y a déjà un élément qui est très clair, c'est la loi. Et la loi définit que les réseaux sociaux sont interdits au moins de 13 ans. Déjà, voilà. Et je le dis, mais je vais vous donner un autre chiffre. Aujourd'hui, vous avez 70% des enfants de 10 à 12 ans qui sont déjà sur un réseau social. Donc, on voit déjà que là, il y a une difficulté. Et effectivement, je vais vous en parler tout à l'heure. Il y a d'abord ce que dit la loi, et je pense que la loi est importante. Interdire complètement, le problème, c'est qu'un jour, vos enfants vont avoir 13 ans ou 15 ans ou 18 ans, et là, de toute façon, l'interdiction ne sera plus possible. Et puis, il y a la nécessité d'un apprentissage. Et c'est vraiment ça aujourd'hui la clé, c'est que cette vie numérique, parce que c'est ça, hein, c'est ce qu'elle est devenue, cette vie numérique, elle va nécessiter que nous apprenions à la, à la contrôler, à la négocier, à être en état de pouvoir le faire. Euh, Évidemment, il y a un énorme problème, c'est qu'aujourd'hui, en donnant un téléphone portable à nos enfants, et notamment en leur donnant un accès aux réseaux sociaux, on a l'impression quelque part de les protéger parce qu'ils sont à la maison pendant qu'ils sont sur leur téléphone, mais on ne sait pas du tout où ils se trouvent et on ne sait pas du tout avec qui ils se trouvent et on laisse nos enfants prendre le volant sans avoir appris à conduire. Alors aujourd'hui, il y a des programmes qui s'appellent PIX, il y a des volontés dans les collèges, dans les lycées, maintenant dès les écoles primaires, de former nos enfants à la vie numérique, et ça, c'est un élément important. Mais effectivement, il va falloir avoir un accompagnement progressif et puis, je vais y revenir, mais aussi s'appuyer sur des outils. L'idée, c'est d'avoir un cadre qui va devenir de plus en plus progressif. Merci beaucoup. Euh, Alors, on me demande s'il existe une procédure que les enseignants doivent suivre lorsqu'un élève signale un incident. Je vais vous en parler dans la deuxième partie de mon webinaire. Je vais vous parler du programme phare et de ce qui est en train d'être mis en place dans les établissements en France. Donc, je me permettrai de vous répondre à ce moment-là. Alors, comment identifier pour des enfants en bas âge la différence entre une intimidation, si je comprends bien, et du harcèlement. Il y a vraiment la question dans le harcèlement vraiment de la répétition et de quand même quelque chose qui s'installe. Hein, j'aimerais malheureusement, l'intimidation, le rapport de force, l'agressivité n'est pas fait un peu partie de nos relations, quoi que nous souhaitions. Hein. Et en école maternelle, ou en école primaire, il y a des moments où ça va moins bien se passer, où il va y avoir des conflits, on va être copine, puis plus copine, et puis parfois on va même se dire des choses un peu plus compliquées. Et ça, malheureusement, si on on commence à penser que tout ça, c'est du harcèlement, d'abord, on n'aura pas les moyens d'agir sur tout, et puis on risque de minimiser ce qui se passe à côté. Donc, je crois que c'est important de pouvoir expliquer à des jeunes enfants que on a le droit, parfois, de ne plus avoir envie de jouer avec son copain ou sa copine. On a le droit, parfois, d'être un peu maladroit. On a le droit, parfois, et vous comprenez le parfois, de dire quelque chose de pas très gentil. C'est l'être humain. Je vais vous montrer tout à l'heure des outils, et notamment, parce que j'ai une question, comment aider nos enfants à se protéger face au harcèlement. Je vais vous montrer des outils parce qu'on est en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, notre réaction spontanée, nous parents, c'est de se dire, le harcèlement, c'est dangereux, et c'est vrai.
ça blesse, et c'est vrai. Donc, je vais mettre mon enfant dans une sorte de bulle. Je vais protéger totalement mon enfant pour que ça ne lui arrive pas. Et ça, vous allez voir, ce n'est pas possible. Et puis surtout, nous allons avoir, nous, adultes, zéro tolérance sur les moindres petites choses qui pourraient dériver. Et ça, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce qu'il faudrait globalement ne plus vivre ensemble, ou en tout cas, il ne faudrait pas avoir des classes de 30 élèves. Voilà, je vais me dire de façon très claire. Plus vous multipliez le nombre de personnes dans une classe, plus vous multipliez le nombre de personnes dans un groupe ou dans un réseau social, et bien moins vous pouvez contrôler les interactions sociales de ces personnes. Et donc, plus vous aurez des dérapages de toute façon. Et c'est pour ça que je vais bientôt vous montrer que l'idée va être de permettre à nos enfants non pas de automatiquement attaquer les autres, parce que ce n'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de dépasser la vision et qu'ont souvent les victimes du harcèlement de dire, bah oui, d'un côté, il y a les loups, puis de l'autre côté, il y a les moutons, et puis le monde se divise comme ça, et puis il faut que je fasse partie des loups, parce que comme ça, je ne ferai pas partie des moutons. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que quand on apprend à un enfant le fait de dire bah, tu as le droit de penser ce que tu veux de moi, ça s'appelle la démocratie. Tu as le droit éventuellement de ne plus vouloir jouer avec moi. En tout cas, il ne faut pas que ça devienne systématique. Tu as le droit de temps en temps de le faire, et puis ben, moi, je vais aller faire autre chose, ou dire à un adulte que pour moi, quand même, c'est difficile. On ne rentre pas dans un engrenage, parce que c'est ça vraiment la difficulté, c'est la notion de contexte. Quand on regarde les profils des victimes ou quand on regarde les profils des harceleurs, je vous l'ai dit, on n'a pas vraiment de profil type. Et ça veut bien dire quelque chose. Oui, vous avez raison, c'est la liberté de penser et pas la démocratie. La liberté de penser, c'est de pouvoir penser ce que l'on veut, et c'est le fait quand même d'être en démocratie, parce qu'on a le droit de le dire. Mais quand on, je ne sais plus où j'en étais, excusez-moi, quand on regarde, oui, dans les profils types, on se rend compte qu'il y a des enfants qui ne portent, enfin voilà, on ne pouvait pas se dire, tiens, potentiellement, lui, un jour, il sera victime de harcèlement. Non, il s'est passé quelque chose à un moment, dans un contexte particulier, qui a fait que malheureusement, cet enfant ou cet adolescent n'a plus été en mesure de se défendre et n'a plus été en mesure de faire face à ce qui se passait. On va être honnête, une des raisons aussi, c'est que très souvent, malheureusement, nos enfants, nos adolescents mettent beaucoup de temps à aller parler avec les adultes, mettent beaucoup de temps à prévenir ce qui se passe. Il y a pas loin de 80% des victimes qui ne parlent pas. Et ça, c'est quand même un chiffre qui est énorme quand on y pense. Et il faut souvent, malheureusement, des situations dramatique, on en arrive tout d'un coup à quelque chose qui fait que l'enfant ne peut plus, l'ado ne peut plus supporter la situation pour qu'on soit au courant. Mais ça veut dire qu'on arrive souvent très tard. On arrive souvent, eh bien, à un moment où déjà la situation c'est vraiment, enfin, heureusement, n'est pas encore toujours catastrophique, mais a déjà énormément épuisé la personne. Alors, pourquoi il ne parle pas ? Non, ce n'est pas un défaut d'ouverture, c'est souvent d'abord parce qu'eux-mêmes, du fait vous voyez cette torture de la goutte d'eau, ben souvent eux-mêmes prennent du temps à être déjà capables de se dire « oui, je suis en train de subir du harcèlement ». Très souvent, ils prennent quand même du temps à se dire « oui, c'est vraiment ce qui est en train de m'arriver ». Et puis, je vais vous le montrer, il y a des émotions qui arrivent, la honte, la peur, le fait aussi de craindre de ne pas être cru, de craindre de déranger. Et puis, et je vais vous le montrer, la peur aussi que l'intervention de l'adulte amplifie le problème et rende la situation encore plus complexe qu'elle ne l'est aujourd'hui. Donc,
Et c'est ça qui peut être difficile parfois, et puis bon, il peut y avoir aussi plein de raisons personnelles, mais c'est vrai que c'est compliqué pour les victimes. Et puis, il y a un engrenage qui se met en place, malheureusement, dans l'esprit de la victime, de se dire, mais si ça m'arrive quelque part, c'est qu'il y a quelque chose chez moi qui ne fonctionne pas. C'est qu'il y a quelque chose chez moi qui provoque un peu ça. Et souvent, les victimes, malheureusement, finissent par se dire, ben, c'est un peu de ma faute. Et malheureusement aussi, eh bien, les adultes, parfois, par maladresse, mais vont un peu donner cette impression-là. Mais pourquoi tu leur réponds pas? Mais pourquoi tu n'es pas capable de te défendre? Vous voyez, dans le cas du sexting, par exemple, non consenti, c'est-à-dire une photo un petit peu à caractère sexuel qui est partagée sur les réseaux par des adolescents, bah, c'est par exemple une jeune fille qui avait une relation sexuelle, une relation amoureuse avec un garçon, et puis elle partage une photo un petit peu osée avec ce garçon, et puis malheureusement, bah, ce garçon ne devait pas être ne mérite pas sa confiance et diffuse sa photo. Bah, généralement, quand on trouve la première réaction des adultes face à ça, c'est de dire à la victime, mais pourquoi tu as diffusé cette photo-là? Et donc, vous comprenez bien que la victime, immédiatement, elle se dit, bah oui, donc c'est de ma faute. Alors que elle a déposé, alors elle a partagé cette photo dans un cadre de confiance privée. Alors, ça ne veut pas dire qu'en tant qu'adulte, il ne faudra pas, à un moment, après, revenir auprès de cette jeune fille et dire, tu sais, faire ce genre de choses, ça peut être dangereux. Mais vous voyez souvent à chaud, les réactions des adultes, eh bien, malheureusement, sont assez maladroites, voire pas du tout appropriées. Et donc, les enfants et les adolescents ont tendance à se taire. Je réponds à une dernière question avant de vous donner la suite du webinaire. J'ai une question qui dit qu'un enfant harcelé et devient souvent harceleur, c'est 10%. C'est 10% des enfants victimes d'harcèlement qui peuvent potentiellement eux-mêmes devenir harceleurs. On est à peu près dans ce chiffre-là. Donc, vous voyez, c'est une minorité. C'est vraiment une minorité. Et il ne faut pas considérer que automatiquement, parce qu'un enfant a été harcelé, il va le devenir, il va passer de l'autre côté automatiquement. Il peut y avoir un risque accru, mais c'est une question de risque et de facteur de risque et pas de cause à effet. Bien. Bon, ben écoutez, si vous en êtes d'accord, je continue comme ça nous laissera de toute façon du temps à la fin de ce webinaire. Donc, l'idée là, c'est de vous parler des victimes cibles, du public qu'on appelle, et de vous expliquer, et des intimidateurs. Alors, les signes. Donc je viens de vous dire, 80% des victimes ne parlent pas. Ou quand ils parlent à un moment où c'est déjà très tard. Et donc, le problème, c'est que très souvent, pour pouvoir détecter, j'ai envie de dire, du harcèlement ou du cyberharcèlement, mais du harcèlement, il va falloir s'attaquer ou s'attacher, pardon, excusez-moi, à des signes, mais des signes qui vont être, et c'est pour ça que c'est vraiment très compliqué, des signes qui vont être parfois anodins, des mots en tout genre, des tentatives d'éviter l'école, des blessures, des petits bobos inexpliqués, des pertes de vêtements, de livres, de bijoux que l'enfant ou l'adolescent a tendance à minimiser. Il vous explique oh ben, je crois que je l'ai oublié au collège, oh ben, je ne sais pas trop, oui, mon sac de sport, alors qu'en réalité, c'est la 3e fois qu'il est balancé dans la benne du collège. Mais il va vous dire oh, j'ai dû l'oublier, etc. Et d'ailleurs, souvent, les parents disent mais tu pourrais faire attention, enfin qu'est-ce qui t'arrive, etc. Ou parfois je suis tombée, des choses parce que voilà, l'enfant minimise. Et puis ça s'est passé, je le répète, à différents moments. Chez des très bons élèves, on commence quand même à avoir du décrochage, on a des notes auxquelles on ne s'attendait pas. Mais vous comprenez aussi que quand ça arrive, par exemple, au collège, et qu'on est en pleine puberté et en pleine transformation de l'adolescence,
Ben, parfois, on a ce genre de phénomène. Parfois, on a une concentration qui est moins bonne, on a des notes qui baissent, on a un petit peu d'agressivité. Donc, c'est ça aussi qui est compliqué pour les parents, c'est que parfois, ils se disent, bah oui, bon, on a un ado. Donc, un ado, potentiellement, ça peut lui arriver. Là où quand même, il peut y avoir des éléments qui peuvent peut-être un peu inquiéter, c'est des changements d'attitude dans la sphère amicale ou dans la sphère familiale. Le fait, par exemple, de se couper de certaines amitiés, comme je vous l'ai écrit à l'écran, des attitudes qui deviennent très agressives, par exemple vis-à-vis des frères, des sœurs, des cousins, des cousines, des gestes qu'on ne voyait pas avant, vous voyez, parce qu'on sent tout d'un coup quelqu'un qui est à peu près, qui explose et on ne comprend pas trop pourquoi. Il y a des phénomènes d'isolement, ça c'est très clair qu'on retrouve parce qu'au bout d'un moment, il faut bien penser que la cible, elle a essayé de s'en sortir. Elle a mis en place des stratégies qui malheureusement n'ont pas fonctionné. Et donc, au bout d'un moment, elle finit par se dire, ma seule solution, c'est de ne plus être confrontée à ce qui m'arrive. Et puis, une estime de soi qui baisse. Alors, je vous ai mis à l'écran une phrase qui s'appelle « Mettre en place un réseau de bienveillance ». Pourquoi? Et j'ai volontairement différencié bienveillance parce que souvent, malheureusement, les parents des cibles et des victimes sont dans les derniers au courant ou les adultes qui entourent sont les derniers au courant. Mais par contre, les autres enfants parlent à leurs propres parents et parfois racontent, dire ah ben dis donc un tel, ça lui arrive quand même souvent, il se fait embêter, il se prend des petites claques, il se prend des choses. Et c'est vrai que quand on est parent et qu'on entend ça, ben, on se dit bon ben c'est pas facile, mais les parents doivent être au courant. Il faut partir du principe que a priori les parents ne sont pas au courant et que si vous les connaissez, même de loin, mais vous avez la chance de pouvoir les croiser ou que vous avez la chance de pouvoir croiser le corps enseignant, juste de dire en mode bienveillance, vous savez, j'entends certaines choses. Je suis préoccupée de ce que j'entends parce que j'entends de temps en temps des choses par rapport à cet élève ou cet enfant. Je vous en informe parce que peut-être que vous ne le savez pas. Et si c'est le cas, ça permettra aux parents et au corps enseignant d'être au courant. Et s'ils sont au courant, ça leur permettra de voir peut-être des petites gouttes d'eau en plus. Mais il faut vraiment partir du principe que quand nous entendons quelque chose, il y a potentiellement peut-être quelque chose, peut-être pas, mais il vaut mieux toujours arriver en mode préoccupation et s'assurer de cela que de l'oublier. Et puis, quand un enfant finit par dire « je suis harcelé » ou « j'ai peur d'être harcelé », là, il y a une réaction qui est vraiment très importante, c'est nous, adultes, de bloquer nos pensées inquiétantes, nos pensées, ce que j'appelle automatiques, de « mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer ?» etc. ou « je te l'avais dit », etc. On évite, mais vraiment on évite toute phrase qui peut être blessante ou jugeante du style « ben oui, mais tu fais pas assez attention » ou comme je vous l'ai dit, tu n'aurais jamais dû mettre cette photo ou j'ai jamais aimé cette copine. Vous voyez, qui sont bien sûr des réactions très spontanées en tant que parent, mais qui vont faire que l'enfant en face de vous, il va se refermer comme dans une huître, parce que comme vous le voyez avec mon petit dessin humoristique à l'écran, mais tout de suite là, on l'agresse quelque part, etc. Puis tout de suite, on passe dans le conseil, on passe dans faut faire ci, faut faire ça. Puis alors tout de suite, on dit je vais faire ci, je vais faire ça, donc ça aussi. Alors qu'il faut entendre que quand un enfant finit par parler, on est dans le temps de l'émotion et on est dans le temps de l'accueil de ce qui est en train de se passer et de ce que vit l'enfant. Donc, dis-moi ce que tu vis avec tes mots et parle-moi de tes émotions. On n'en est pas encore à agir. Il va bientôt falloir agir, évidemment, mais on en est encore par là. Et il y a un élément aussi qui va être très important. Et c'est pour ça que je vais vous montrer plein de techniques d'approche, mais elles se retrouvent toutes autour de quelque chose. Je vous rappelle que le harcèlement, c'est une difficulté conjoncturelle et pas structurelle. Il est très important de sortir
la cible de son rôle de victime. Parce que très souvent, pendant très longtemps, on a pensé, ben oui, mais le problème quand même des victimes, c'est qu'ils sont différents, quoi. C'est toujours l'enfant qui est un peu trop intello, un peu trop gros, un peu trop grand, un peu trop ceci. Et c'est vrai qu'il peut y avoir en lui un signe distinctif. Mais, par exemple, il y a un certain nombre d'enfants roux qui peuvent subir du harcèlement, mais nous n'avons pas 100% d'enfants roux ou rousses qui subissent du harcèlement. Et pourtant, ils ont une différence. Donc, vous voyez bien, et pareil pour des enfants qui peuvent être un peu trop intello, un peu trop grands, un peu trop forts. Ce n'est pas leur différence qui crée le harcèlement. C'est le dysfonctionnement social qui crée le harcèlement. Et ça, c'est important parce que si nous maintenons les cibles dans cette vision, ben oui, tu es une petite victime, tu es une petite chose, il y a quelque chose en toi qui dysfonctionne. Le problème, et on le voit dans toutes les études, c'est qu'on continue à maintenir l'enfant dans une position d'infériorité et généralement, en plus, tout ce qu'on essaie de faire pour l'aider, eh bien, vient plutôt confirmer que les autres avaient raison. Donc ça, c'est un élément important. Et là, je vous montre donc des techniques aujourd'hui qui sont conseillées pour la prise en charge des victimes, des cibles de harcèlement, principalement autour de l'école de Palo Alto, qui est une école de thérapie, enfin, une école psychologique, d'analyse psychologique et de thérapie psychologique. Et en France, il y a 3 grands acteurs aujourd'hui autour de cette approche. Il y a Emmanuel Piquet avec son association, mais je crois que vous l'avez déjà vue et qu'elle est déjà venue intervenir à SIS. Il y a Marie Cartier, dont je vais vous reparler après parce qu'elle intervient notamment sur le programme phare et l'association Résiste. Et puis, il y a le docteur Philippe Haïm qui a sorti un livre sur le harcèlement scolaire et où là, on est sur une prise en charge individuelle des enfants victimes de harcèlement. Ce que je voudrais partager, alors je n'ai pas le temps ce soir malheureusement de tout vous présenter, mais c'était pour vous montrer qu'il existe aujourd'hui différentes approches et il y a des structures qui sont spécialisées pour pouvoir prendre en charge ces enfants, parce que je vais vous parler après de la prise en charge dans le cadre de l'institution, mais il y a des moments évidemment que les enfants cibles ont besoin aussi d'être accompagnés, mais ils ont aussi et surtout besoin d'entendre ce message, ce n'est pas de ta faute. Et ça, c'est indispensable parce qu'eux sont persuadés que c'est de leur faute. Et parfois, il va aussi falloir leur donner un petit peu des techniques, leur donner des moyens de se sortir de ce dysfonctionnement social. Mais vous allez le voir, parce que je vais vous le montrer, cette technique, moi, je pense qu'on devrait l'apprendre en réalité à chacun de nos enfants. Ce n'est pas que les enfants cibles. Alors, c'est une vidéo qui est en anglais, je l'ai sous-titrée. Vous pouvez, et vous avez la référence, c'est un Américain qui intervient sur ce thème depuis des années, qui va dans les écoles aux États-Unis et donc qui est sur cette approche, mais c'est la même approche que vous retrouvez dans le livre du docteur Philippe Haïm. Donc, c'est exactement les mêmes approches et c'est l'approche qu'on retrouve aussi dans ce qu'on appelle le haïkido verbal. L'idée, là, c'est d'éviter la surenchère asymétrique. Et je vous montre donc cet extrait. Vous allez voir, c'est intéressant parce qu'il vous montre bien que la difficulté du harcèlement, c'est que la cible se retrouve engluée dans des stratégies qui ne fonctionnent pas. Et très souvent, on lui dit, mais fais quelque chose. Mais elle fait quelque chose. Elle a juste besoin parfois aussi d'un adulte qui lui permette de comprendre que ce qu'elle essaie ne fonctionne pas. En tout cas, ne fonctionne pas dans le contexte dans lequel elle se trouve. Alors, j'espère que le son va passer parce que on va voir, parce que je fais un essai et on me... Est-ce que le son passe ou pas? Je crois savoir pourquoi. Alors, je vous demande juste une toute petite seconde. C'est juste parce qu'il faut que je change ma sortie
de son. Voilà, je pense que ça devrait fonctionner. Maintenant, And that's what we need to move towards, I believe. Now, in this game, I want you to call me an idiot. I'm going to try to get you to stop being mean. You can make fun of my high forehead, my pointy nose. You can make fun of my ugly clothes. And here's how the game works. It's pretty brilliant. I'm going to try to get you to stop being mean. And if I can stop you from being mean, I win. But if I can't stop you and you keep being mean to me, you win. Okay? So the goal is not to give up. You call me an idiot and you keep making fun of me. I'm going to try to stop you. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. Good. Call me an idiot. You're an idiot. What'd you say? You're an idiot. You're an idiot. You're ugly. That hurts my feelings. Yeah, like I care. I'm going to get you in trouble. Sure, short stuff. I'm taller than you. Shut. Clothes aren't pretty. il n'y a plus la vidéo. Dirt plaid and sweater vest. Oh, you have eyes. You can see. Stop being mean. I hate your face. Stop being mean. I hate blonde people. All right, give her a big hand clap. She did great. All right, now hold on. Good job. All right. I tried to stop you. I couldn't. You did a great job. We're going to play one last time. Same rules. You can call me an idiot. I'm going to try to stop you. Don't let me stop you, okay? You keep being mean to me. You think I can stop her? No. All right, I'll try. Here we go. On the count of three, everyone say action. 1, 2, 3. Go and call me an idiot. You're an idiot. Oh, you think I'm an idiot? Yeah. Yeah, sometimes I do stupid things. That's true. Yeah, you do. You always do stupid things. I know. You're so smart. You're so lucky. Yes, I am. You're awesome. Thank you. And you're not. I know. We established that. Cool. Look, my happiness is not based on whether you think I'm cool or not. I'm going to be happy even if you hate my guts. Okay. And I'll always be nice to you, sweetheart. Okay. No. Isn't she lovely? Thank you. You're welcome. I won. Give me a big hand clap. That was awesome. Alors, évidemment, là, dans le cas présent, est-ce que le son est toujours là? Donc, vous pourrez aller regarder, et là, évidemment, on est face à un pro, hein, on est face à quelqu'un qui est habitué, mais l'idée de cette approche est que vous retrouvez, j'insiste, dans le livre, mais qu'on retrouve aussi d'une autre façon dans l'école d'Emmanuel Piquet, mais là où on apprend à faire des flèches. Là, dans le livre de Philippe Haïm, l'idée, c'est d'apprendre que pour certains de nos enfants, ils deviennent la cible à un moment d'un dysfonctionnement social parce que c'est un peu le revers malheureusement de ce que nous avons de ce que nous avons dit du monde dans lequel parfois nous sommes en train de les faire grandir, c'est de leur dire les gens n'ont pas le droit d'être méchants, ils n'ont pas le droit d'être méchants contre toi, ils n'ont pas le droit de te dire certaines choses. Le problème, c'est que vous comprenez bien, je vous rappelle que dans le harcèlement, il y a la notion d'intentionnalité, de rapport de domination, il y a le fait de vouloir obtenir quand même quelque chose de l'autre. Et là, eh bien, le problème, c'est que vous voyez ce qu'on appelle cette escalade asymétrique. C'est t'es moche, non, mais t'as pas le droit de me dire que je suis moche. Mais si, t'es moche. Mais non, t'as pas le droit. Mais si. Et la personne, au bout d'un moment, eh bien, elle n'arrive plus à se défendre. Et là, l'idée, c'est d'aider les cibles à pouvoir se sortir de ça. Alors, je ne vais pas avoir le temps de passer plus de temps là-dessus, mais je pourrais éventuellement dans vos questions.
dans certains de ces livres, on vous donne l'impression que nous, parents, on devrait pouvoir apprendre ça à nos enfants. Moi, je vous laisse lire ces livres s'ils vous intéressent. Ils sont très, très bien et très bien faits. Je trouve que ce n'est pas toujours facile en tant que parent de le faire. Et c'est pour ça que parfois, il faut que ça puisse être fait par un professionnel ou que ça puisse être fait dans le cadre de groupes plus importants. Et aujourd'hui, par exemple, il y a des groupes qui sont proposés aux adolescents, qui sont des groupes de répartie, qui sont des groupes où on leur apprend à avoir des répliques dans l'humour, etc., etc. Et il y a un jeu de famille qui s'appelle Tac à Tac. Tac à tac, tac à tac à la récré, tac à tac en famille. Et c'est un jeu où vous apprenez, on vous donne des situations et vous apprenez à la récré ou en famille, enfin ça se fait à plusieurs, à avoir des petites répliques, mais pas des répliques où vous faites mal à l'autre. Vous avez bien compris. Le but, c'est pas s'il t'en donne une, donne-lui-en une. Non, c'est pas ça, parce que ça, vous continuez à être dans l'escalade. C'est l'idée de comment je me sors au contraire et que quelque part, tu n'as plus de pouvoir sur moi. Pour les spectateurs, pendant très longtemps, on les a appelés les neutres, ce qui n'est plus le cas du tout. Aujourd'hui, on les appelle les spectateurs ou les témoins, mais on utilise de plus en plus le terme de spectateur parce qu'on se rend bien compte que s'il n'y a pas de spectateurs, très souvent, il n'y a pas de harcèlement. Ou en tout cas, le harcèlement s'arrête beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que, je vous le rappelle, l'intimidateur, il cherche quand même un gain. Il cherche une récompense immédiate. Il cherche soit à faire rire, soit à paraître fort, soit à montrer qu'il fait partie des cools, soit etc. Et évidemment, les spectateurs jouent un rôle par rapport à ça. Et très souvent, là, vous le voyez à l'écran, les spectateurs vont être au mieux passifs, ce qui est déjà bien, parfois vont intervenir en faveur de la victime, mais c'est un spectateur sur 4, et puis il y a quand même un spectateur sur 4 qui va finir par participer. Et là encore, c'est pas parce que ce sont des vilains garçons ou des pestes, c'est parce qu'il y a un poids social, il y a un poids du groupe, et que ne pas réagir, ne pas accompagner, c'est très compliqué. Alors, je n'ai pas le temps encore ce soir de vous le faire, mais je vous invite à aller regarder si ça vous intéresse. Il y a des vidéos, notamment sur YouTube, que vous pouvez trouver sur la notion de conformisme social ou sur la notion de dilution de responsabilité, qui montrent bien que déjà chez des adultes, c'est très compliqué de résister au poids du groupe, c'est très compliqué de porter secours à quelqu'un quand il y a tout un groupe. Parce que quand on est seul face à quelqu'un qui a besoin de secours, on sait qu'il n'y a personne d'autre et on y va. Mais quand il y a plusieurs personnes, on espère toujours que ce sont les autres qui vont finir par le faire et qui vont porter secours. Et c'est la même chose dans un processus de harcèlement. Nos enfants, nos élèves voient parfois des processus de harcèlement. Honnêtement, en eux, pour une grande partie d'entre eux, ils auraient envie d'agir, mais il y a un risque. C'est vrai, il y a un risque, il y a une inquiétude, il y a la possibilité pour eux-mêmes de devenir des cibles après, il y a l'espoir que d'autres vont réagir et donc très souvent, les spectateurs ne réagissent pas, ils n'agissent pas et en plus, avec la peur, en plus après qu'on les traite de balance, parce que c'est ça aussi la difficulté, il faut penser que c'est un groupe social avec ses codes dans un collège et un lycée et que pour eux, c'est très compliqué de comprendre qu'on n'est pas dans de la délation, on est dans de l'assistance à personne en danger. Mais voilà, il faut se rappeler que même pour nous adultes, c'est pas simple. Donc, faire porter le poids à des enfants et à des adolescents de dire « mais il faut que tu agisses, il faut que tu fasses quelque chose, c'est à vous de défendre votre copain ». Non, c'est à nous, adultes, de jouer ce rôle et bien sûr de sensibiliser les élèves, ça c'est sûr, et bien sûr de leur dire s'il te plaît, au moins ne ris pas, au moins ne ris pas, au moins ne like pas, au moins ne participe pas, si tu ne peux pas agir, au moins tourne le dos, parce que continuer à regarder, c'est continuer à renforcer
quelque part les intimidateurs, bien sûr, venir en parler avec les copains, avec les membres de l'équipe, etc. Mais pas automatiquement, vous voyez, agir comme un chevalier blanc, venir défendre, etc. Parce que ça, c'est compliqué. Et si possible, si ils en ont envie, mais on sait que, alors c'est peut-être pas pendant le harcèlement, mais on sait que si des spectateurs vont parler avec la cible, parler avec la victime, juste après qu'il s'est passé quelque chose de compliqué, qu'il y ait eu une moquerie ou une exclusion ou ce genre de choses, et qu'ils viennent montrer au moins un petit peu de soutien, cela vient quand même un petit peu diminuer la souffrance de la cible et un petit peu rompre son isolement et sa détresse. Mais j'insiste encore une fois, on ne peut pas le faire, on ne peut pas attendre d'eux qu'ils viennent automatiquement s'interposer parce que c'est franchement très compliqué et sur les réseaux sociaux, là, il vaut mieux carrément pas le faire parce qu'ils vont devenir à leur tour des cibles et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on remarque de façon très forte. Les harceleurs, eh bien, vous le voyez, 60% quand même, 60% des ados déclarent avoir participé au moins une fois à un acte d'intimidation, 30% à plusieurs reprises et 10%, et ce n'est que 10% sont des harceleurs chroniques. Alors, dans ces 10% de harceleurs chroniques, oui, on retrouve les mauvais garçons et les pestes, oui, on retrouve les profils pathologiques, oui, là, on retrouve des choses. Mais vous l'aurez bien compris, dans les 90 autres pourcents, eh bien, on retrouve des profils tout à fait classiques. Et c'est bien ça la difficulté du harcèlement, c'est qu'on peut malheureusement, en étant quelqu'un de très bien, se retrouver pris dans un processus d'harcèlement. Et ça, c'est encore plus facile sur les réseaux sociaux, parce que là, évidemment, on se fait prendre encore plus vite. Mais on sait aujourd'hui que dans beaucoup de cas des harceleurs, c'est quelque chose qui s'est enclenché, une petite vanne au début, un petit geste, des petites choses comme ça, qui s'est enclenché et puis qui malheureusement s'est continué et s'est amplifié. Et pour beaucoup d'entre eux, ils ne savent plus comment arrêter le processus. Et c'est bien ça la difficulté, c'est qu'ils ne savent plus comment à ce moment-là se sortir de ça. Parce qu'il faudrait aller parler, parce qu'il faudrait peut-être s'exclure d'un groupe dans lequel ils veulent à tout prix rester, parce qu'il faudrait reconnaître qu'ils ont fait une bêtise et avec le risque potentiel évidemment d'être punis. Et donc, ils ne parlent pas, ils n'arrivent pas à s'en sortir et quelque part, le processus continue et il continue parce que quelque part aussi, ils ne savent plus eux aussi comment s'en sortir et qu'on sait aujourd'hui que tout ce qui est punition, exclusion va souvent provoquer des effets secondaires parce que ça va renforcer le groupe autour de l'intimidateur et pas de la victime. Ça, c'est très clair. Pourquoi ? Parce que tout d'un coup, la victime, c'est elle qui amène le problème et c'est elle qui vient poser un problème dans le groupe. Et puis, ça va isoler encore plus la victime parce que là, elle va vraiment être désignée comme le bouc émissaire. Et c'est vraiment ce qui lui arrive. Et c'est pour ça que l'éducation nationale française a pris la décision il y a de cela maintenant 5-6 ans, si je ne me trompe pas, je ne suis peut-être pas tout à fait à l'aise sur la date, peut-être 2018, de déployer une méthode qu'on appelle en métropole, qu'on appelle en France en métropole la méthode de la préoccupation partagée, qui est issue de la méthode PICAS. La méthode PICAS, c'est la méthode, elle, qui a été mise en place dans les pays scandinaves. En France, on a changé un peu le nom de la méthode parce qu'on a rajouté la prise en charge de la cible, de la victime qui n'était pas prévue dans la méthode PICAS. Et donc, cette méthode de la préoccupation partagée, c'est elle qui se développe et qui se déploie aujourd'hui dans tous les collèges
et les écoles et les lycées français. Alors, ça met un petit peu de temps. Dans l'éducation nationale, elle se déploie sous le nom de programme phare. Donc, si à un moment vous entendez parler de ce programme phare, c'est lié à la méthode de la préoccupation partagée. Et je verrai si j'ai le temps ou pas de vous le détailler, mais c'est un protocole d'intervention qui va essayer de faire en sorte que le harcèlement s'arrête par le haut, j'ai envie de dire, s'arrête très rapidement, le plus rapidement possible, avec une prise en charge de la victime, mais le fait qu'il n'y ait pas de sanction immédiate, on va convoquer, si vous préférez, les auteurs présumés et des spectateurs, parce qu'il n'y a pas que les auteurs présumés, mais on va convoquer un certain nombre de personnes en leur disant, écoutez, on est inquiet pour telle personne, on a remarqué que pour cette personne, il y avait des difficultés qu'on va peut-être pas nommer, d'ailleurs qu'on va pas nommer. L'idée, c'est pas du tout d'avoir des confrontations, de faire des listes, d'avoir des sortes de tribunaux à l'intérieur de nos collèges ou de nos lycées, parce qu'on sait que ça ne fonctionne pas du tout. C'est au contraire, je vous rappelle, ces 60% là qui peuvent sortir, qui se sont trouvés trop facilement englués. On sait aujourd'hui que si on leur laisse une porte de sortie en mode on est inquiet pour cette personne, on vous demande est-ce que vous en avez des idées, est-ce que vous avez identifié vous aussi que ça ne va pas pour cette personne, on se rend compte, et les résultats sont vraiment excellents dans tous les pays où c'est développé, que dans 80% des cas, le harcèlement s'arrête. Et il s'arrête au bout de une quinzaine de jours, 3 semaines, dans les collèges, encore plus vite dans les écoles primaires. Mais c'est un protocole qui est en train de se mettre en place, qui est un protocole contre-intuitif, en tout cas pour le système éducatif français, parce que c'est un système où il n'y a pas ou très peu de sanctions. Et évidemment, c'est ce qu'on attend. On attend que les méchants soient punis et on attend qu'il y ait des sanctions. Et donc voilà, donc il est en train de se mettre en place, il est en train de se développer. Il va prendre encore un tout petit peu de temps. Je vais aller vite, mais quand même, pour vous rappeler, les réseaux sociaux interdits avant 13 ans et uniquement avec l'accord des parents jusqu'aux 15 ans. La loi française est même en train de changer et il se pourrait qu'a priori, les réseaux sociaux soient interdits jusqu'à 15 ans en France. Si jamais vous avez un enfant qui est en train de subir un cyberharcèlement ou vous le craignez, premier élément à prendre d'abord, c'est de faire des screenshots de tout. Ça, c'est le premier réflexe qu'il faut avoir. Prendre des photos, des captures d'écran de tout et de tous les échanges. Si jamais vous souhaitez ou votre enfant souhaite répondre aux accusations qu'il subit, il y a un élément à dire et qui est indispensable, il faut toujours dialoguer en privé. Il ne faut jamais répondre dans un fil de discussion, parce que c'est là où notamment le cyberharcèlement prend une ampleur énorme parce que la cible essaie de se défendre, tout le monde lit son commentaire, d'autres interviennent et on en a même d'autres qui arrivent, etc., etc. Donc, idéalement, le mieux, honnêtement, c'est de ne pas répondre aux attaques, de faire des copies d'écran, de bloquer les personnes et de filtrer. Mais je comprends, parfois on est tenté de répondre et d'avoir envie de dire quelque chose. Donc, c'est automatiquement en privé. Supprimer, filtrer, signaler, et il y a un réflexe à avoir qui est automatique. Et il y a, ce numéro, c'est le 3018. Il y a une application aujourd'hui qui existe et qui vous renvoie directement sur le site, mais il y a surtout ce numéro qui est disponible 7 jours sur 7, de façon anonyme, gratuite, jusqu'à 22 heures tous les soirs avec des gens qui sont formés et la possibilité d'obtenir immédiatement des conseils et aussi le fait d'avoir des saisines de réseaux sociaux, parfois de pages. Et ça, c'est aussi l'organisme Pharos, donc le site
qui s'appelle Pharos, Internet Signalement, où là aussi, vous pouvez venir indiquer, alors ce n'est pas que pour le cyberharcèlement, c'est pour tous les éléments aussi de discrimination, de racisme, etc. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, vous avez ces deux numéros, enfin, le 3018 et Pharos, qui vous permettent d'agir très vite, parce que l'idée, c'est bien sûr de garder des traces pour après avoir éventuellement une procédure auprès de la police, etc. Mais c'est aussi de pouvoir bloquer très rapidement des comptes ou filtrer des contenus. Et c'est pour ça, pas le temps d'en parler, mais que si votre ado doit être sur un réseau social, il vaut mieux qu'il soit sur un réseau social très connu. Genre Insta, Facebook, même TikTok, parce que ce sont des réseaux sociaux qui aujourd'hui sont en train de mettre en place des systèmes de protection, sont obligés de le faire et aujourd'hui arrivent à agir, allez, je vais dire plus ou moins vite, en tout cas beaucoup plus vite que de nouveaux réseaux sociaux qui, eux, n'ont pas du tout les moyens de le faire. Donc ça, c'est vraiment aussi un des éléments très importants de pouvoir limiter au possible le nombre de réseaux sociaux auxquels vos enfants vont pouvoir avoir accès. Voilà, donc je m'arrête pour l'instant, c'est un peu frustrant je sais de passer assez vite, mais je veux avoir un peu de temps pour pouvoir répondre à vos remarques ou à vos demandes de précision. Oui, tous les réseaux sociaux ne permettent pas de répondre en privé, c'est vrai, et c'est une des difficultés et c'est peut-être un des critères sur lesquels il faudrait aussi choisir nos réseaux sociaux, ou alors, s'il n'y a pas de possible de réponse en privé, il ne faut pas répondre. Voilà, là, je crois que c'est quelque chose d'important par rapport à cela. Est-ce qu'il y a… Oui, j'ai entendu parler de cette enquête harcèlement qui effectivement va avoir lieu. Ça fait partie des outils de monitoring qui sont en train d'être mis en place et qui vont être déployés cette année et les années suivantes. Après, je ne les ai pas vus, donc je ne peux pas vous parler de ces questionnaires. Je pense qu'ils vont être diffusés, évidemment, mais je n'ai pas encore eu l'occasion de les regarder. Mais effectivement, ils vont être utilisés et diffusés. Alors, est-ce qu'il faut passer du temps avec les enfants pour débriefer de la discussion sur le harcèlement en général, ou qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que Non, mais sur ce qu'on a discuté ce soir, est-ce qu'il faut être de façon proactive, parler de ce qu'on a appris ce soir? Qu'est-ce que c'est le harcèlement? Comment on peut réagir, etc. Est-ce que vous nous conseillez de s'asseoir avec nos enfants suite à cette discussion ce soir et d'en parler ensemble en famille? Alors, ce qui est toujours intéressant avec les enfants, c'est d'avoir plein de micro-discussions. C'est de ne pas vouloir avoir la grande discussion qui prend du temps, etc., mais d'utiliser plein de petits éléments et plein de petites opportunités pour revenir, aborder, etc. Donc, rien que demain, éventuellement dire, eh ben oui, hier, j'ai écouté un webinaire sur le harcèlement, et puis leur dire juste, par exemple, déjà les 2 ou 3 points qui vous ont marqué, ont attiré particulièrement votre attention, c'est toujours un élément. Nos enfants sont quand même sensibilisés de plus en plus. Hein. Ils ont maintenant des ateliers, accès à des informations, même si on a mis du temps à y venir maintenant. Bon, vous voyez, aujourd'hui j'étais dans un lycée, on était sur les journées du harcèlement, je voyais plein de choses qui passaient. Donc, ils sont quand même sensibilisés. J'ai envie de dire, ils sont souvent sensibilisés en termes un peu de « on va vous faire la morale ».
Donc, il faut faire attention à ça. Et donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux, moi, je pense, travailler, partager avec eux plutôt des choses pratico-pratiques, quoi. De dire, j'ai entendu que créer un groupe WhatsApp en excluant un copain, aujourd'hui, c'est considéré comme du cyberharcèlement. Je ne sais pas si tu le sais ou pas. Et puis, point, éventuellement, vous voyez. Donc, oui, je crois que c'est important de pouvoir en parler. Je crois que c'est important de pouvoir leur montrer que quand ils viennent nous en parler, on essaie de rester calme sur le sujet, de pas trop, vous voyez, de pas y mettre trop d'affectifs, trop de choses, parce que il faut rester assez pragmatique face à ce sujet pour qu'ils viennent nous en parler eux également. Et puis il y a plein d'autres supports qui permettent d'y revenir. Alors pour les enfants, il y a plein de livres qui commencent à aborder cette question du harcèlement. Pour les ados, il y a plein de séries alors qui ne sont pas toujours des séries évidemment faciles à regarder, mais qui sont des séries qui abordent vraiment ces questions du harcèlement et pas que. Et c'est toujours intéressant éventuellement de les regarder avec vos ados s'ils ont envie de les regarder avec vous, ou s'ils n'ont pas envie, que vous les regardiez. Voilà, alors parfois on se dit, oh, tiens, ça me concerne peut-être pas vraiment, mais quand même, parce que ça permet après d'en discuter, etc. Donc voilà, plein de micro-discussions, ça me semble important. Et effectivement, merci de diffuser cette information sur voilà, un webinaire avec le programme phare, donc qui est vraiment en train d'intervenir et de se déployer partout dans les structures. Et donc lundi, la semaine prochaine, il y aura un webinaire et le lien vous en est donné. Voilà, je vous laisse, il est en train d'être partagé sur le chat. Alors, je ferai parvenir de toute façon au CA, comme d'habitude, un document, un support où je mettrai un certain nombre de ressources. Je mettrai en lien les différents sites Internet et ça vous permettra aussi de retrouver les différentes informations. Alors, pas de ce webinaire parce que ça, je ne l'ai pas, mais de retrouver les différentes informations en général autour du sujet du harcèlement et du cyberharcèlement. Et je mettrai bien sûr une bibliographie pour que vous puissiez aussi vous y référer. Merci beaucoup pour votre message. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question? Il nous reste encore quelques minutes. N'hésitez pas. Eh bien, écoutez, je pense que visiblement, il n'y a peut-être pas d'autres questions pour ce soir. Merci pour les commentaires qui sont en train d'apparaître. Merci surtout pour votre présence. Merci d'avoir voilà, été présent et d'avoir posé des questions. N'hésitez pas évidemment à faire remonter auprès du CA vos besoins et vos attentes. Et puis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et Dominique va peut-être revenir nous faire un dernier mot. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, bonsoir à tous. Je me permets juste de conclure en vous rappelant que vous pouvez participer donc à différents ateliers, mais vous pouvez participer aussi à l'organisation de ces conférences, à la définition du programme de l'an prochain et puis à la définition du programme du dernier séminaire dont on n'a pas encore défini le thème. Il y a beaucoup de choses qui sont encore à construire et je pense que le sujet est très intéressant. Le harcèlement, ce n'est qu'une partie, hein. L'objectif, c'est pas de regarder que les problèmes, c'est l'initiative, on l'a appelé bien-être. C'est
pour que nos enfants soient bien dans leur peau, heureux, et c'est ça qui nous semble important. Voilà, donc vous n'hésitez pas, vous envoyez un mail sur l'adresse du CA ou par laquelle vous avez reçu les invitations et on rassemblera tous ces gens-là, sûrement après l'assemblée générale du 21 novembre, mais à laquelle j'en profite pour dire qu'on vous attend tous. Donc, vous attend l'assemblée générale du 21 novembre, qui est l'assemblée générale de l'école et donc de l'association des parents, et qui aura lieu le 21 novembre à 19 h pour commencer à boire un verre et puis après à 20 h pour l'assemblée générale elle-même. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup Nadège pour cette conférence très intéressante et à très bientôt pour d'autres conférences qui vont se suivre pendant l'année. Bonne soirée.